Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux histoires que je vais vous narrer. Cela fait désormais 1 an que je vous raconte toutes les 2 semaines une histoire originale, en tentant de la rendre la plus immersive possible, pour vous faire frissonner. Alors, pour les habitués de la chaîne, vous connaissez les 2 histoires que je m'apprête à vous raconter. Car il s'agit des 2 tout premiers épisodes de Chroniques étranges. Mais ils ont été refaits de A à Z, car l'ambiance et le style de narration des premiers épisodes a bien évolué en 1 an. Et il était temps de leur redonner une nouvelle jeunesse. Je ne vous embête pas davantage avec mon blabla, vous êtes venus chercher des histoires d'horreur, alors en voilà. Mettez vos meilleurs écouteurs, c'est important. Éteignez la lumière, et laissez-vous emporter dans cette première histoire. Celle du pensionnat Saint-Antoine. Pour poser un peu le contexte, cette histoire se déroule dans les années 60, et elle est tirée d'un véritable témoignage. Il avait 12 ans. Ses parents traversaient une période compliquée. Financièrement, c'était difficile. Ils avaient plusieurs enfants à charge, peu d'aide et trop de mois difficiles. Un soir, autour d'un repas, un vieil ami de la famille leur a parlé d'un pensionnat. Un endroit assez isolé, dans les montagnes, où il avait lui-même été élève. Il avait dit que ça leur coûterait presque rien, qu'ils ne trouveraient pas mieux, vu leur situation. Ils ont pris la route un dimanche matin, avec un sac dans le coffre. Lucas se souvient d'avoir dormi à moitié sur la banquette arrière. Quand il a ouvert les yeux, le paysage avait changé. Les lignes droites avaient laissé place aux virages serrés. Des murs d'arbres, des falaises, et plus un seul panneau depuis des kilomètres. Puis, la voiture s'est arrêtée. Il faisait gris. La brume restait accrochée aux arbres. Et devant eux, un bâtiment, massif. De la pierre noire, sans âge. Des fenêtres hautes, opaques de crasse. On aurait dit une ruine qui refusait de tomber. Un homme a ouvert, grand, sec, les traits tirés. Il portait un costume trop ancien pour être encore à la mode, et un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Ici on apprend à être discipliné », a-t-il dit simplement. Spécial comme première approche. Pas de visite, pas vraiment de consigne, juste une chambre, un lit et une armoire en bois abîmé. Lucas se souvient même de l'odeur. Quelque chose de moisi, de renfermé. Comme si l'air lui-même n'avait pas bougé depuis des années. La première nuit a été longue. Impossible de dormir. Le matelas était dur, les draps rêches. Mais ce n'était pas ça le plus dérangeant. C'était le silence. Un silence total. Pas un bruit dans le dortoir, pas un soupir. Juste le craquement lent du bois et ce sifflement bizarre qui semblait venir des murs. Lucas se souvient avoir ouvert les yeux dans le noir. Une lumière pâle filtrait à peine par la fenêtre sale. Et pendant un instant, il a cru voir des ombres passer sous l'interstice de la porte. Comme si quelqu'un marchait dans le couloir, mais sans un bruit. Pas de pas, pas de souffle, juste ce glissement silencieux. Le lendemain, il avait espéré que les choses s'éclairciraient. Mais non. Les autres enfants ne parlaient pas, ou presque pas. Des regards fuyants, des gestes rapides. Même à table, personne ne levait la tête. L'ambiance était morose. Il ne fallut pas longtemps à Lucas pour entendre les premières rumeurs. Elles circulaient entre les lits des enfants, à voix basse. Ici,
Parler trop fort, c'était risqué. Ceux qui se faisaient entendre finissaient punis. Un prénom revenait souvent dans ces rumeurs. Mathieu. Un garçon qui aurait disparu l'année d'avant. Les autres disaient qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Un soir, Lucas s'est assis à côté d'un garçon un peu plus âgé, Rémi. Et comme il n'en pouvait plus de se taire, il lui a demandé ce que c'était cette histoire de disparition. Rémi a hésité, puis il lui a parlé de ce qu'ils appelaient ici la salle spéciale. Une pièce cachée, quelque part dans le sous-sol. Personne ne savait vraiment où. Mais une chose était sûre, les enfants qu'on y envoyait ne revenaient jamais tout à fait les mêmes. Du moins, s'ils revenaient. Rémi lui a aussi raconté ce qu'il s'était passé quelques mois avant son arrivée. Un groupe de garçons avait voulu explorer les sous-sols. Ils étaient partis à 5. 3 seulement étaient remontés. Les 2 autres, selon ce qu'on disait, avaient été emmenés par des ombres. Le lendemain, le directeur avait juste annoncé que les 2 élèves avaient été renvoyés chez eux. Mais étrangement, aucune lettre n'avait jamais été envoyée à leurs parents, selon les dires d'autres enfants plus curieux qui scrutaient les va-et-vient du facteur aux fenêtres. Cette nuit-là, Lucas a eu du mal à trouver le sommeil. Quelque chose pesait. Il avait une sensation d'être observé, comme si le dortoir n'était pas totalement fermé. Il s'est retourné plusieurs fois dans son lit, n'arrivant pas à dormir. Puis, en pleine nuit, il a ouvert les yeux. Et là, il les a vus pour de bon. Des ombres, à nouveau, furtives, mais plus nettes. Elles passaient devant la porte, une à une, toujours sans bruit, sans lumière, sans pas. Juste des silhouettes qui semblaient flotter dans le couloir. Alors, curieux, ou peut-être poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Lucas a décidé de sortir du dortoir. Il a ouvert la porte. Le couloir était vide, mais il faisait plus froid que dans le dortoir. Et dans ce silence, il lui semblait entendre des chuchotements. Il a marché lentement, sans oser respirer trop fort. Le long des murs, des portraits anciens semblaient le suivre du regard. Et au bout du couloir, l'escalier, celui qui descendait vers le sous-sol. Lucas a commencé à descendre. Une marche, puis une autre. Les chuchotements devenaient plus nets, toujours impossible à comprendre, mais là, tout proche. Et puis, il a ouvert la porte. Une grande porte en bois, massive, avec des gravures étranges, comme des symboles à moitié effacés. Il a tendu la main, hésité, puis... D'où cela venait-il? Y avait-il quelqu'un avec lui? Lucas a reculé. C'en était trop. Trop de phénomènes étranges en un si court instant. Il a fait demi-tour, sans réfléchir. Et il a couru. Remonté l'escalier, traversé le couloir, et s'est jeté sous ses draps sans un mot. Il n'a plus bougé de la nuit. Le lendemain, Lucas avait l'air ailleurs. Il n'avait pratiquement pas dormi. Tout ce qu'il avait vu la veille, entendu, ça tournait en boucle dans sa tête. Mais quelque chose d'autre l'a perturbé encore plus ce matin-là. À la table du petit déjeuner, une chaise était restée vide. Celle de Théo. Il était là la veille, silencieux comme les autres, mais là, rien. Pas d'explication. Personne ne semblait surpris. Même Rémi baissait les yeux. Lucas a fini par demander ce qui s'était passé. Mais on lui a simplement répondu que Théo était rentré chez lui. Pas de détails, pas de revoir, juste ça. Il savait que ce n'était pas vrai. Ça faisait trop d'étrangeté d'un coup, trop de disparitions qu'on ne questionnait jamais. Et plus il y pensait, plus il se disait qu'il devait comprendre.
Le soir venu, alors que tout le monde dormait, il s'est levé. Il n'avait rien prévu. Il n'avait pas de plan. Mais il y avait quelque chose, une nécessité presque physique, qui le poussait à y retourner. Il a traversé à nouveau le dortoir, ouvert la porte lentement, et longé le couloir jusqu'aux escaliers. Tout était aussi calme que la veille. Aucune lumière, pas un son. Juste le grincement du bois sous ses pieds et sa propre respiration. Il a redescendu les marches, et cette fois, il a ouvert la porte du sous-sol, sans hésiter. Derrière, un long couloir, faiblement éclairé par des lanternes murales. L'odeur de poussière, de cire et d'humidité lui a immédiatement sauté au visage. Il a avancé, lentement, jusqu'à une pièce au fond. Petite, mal éclairée. Presque intacte, étonnamment. Sur une table, il a trouvé plusieurs choses. Des carnets épais, couverts de poussière. Des photos en noir et blanc. Des objets oubliés. Et des dossiers. Des noms. Parfois même juste un prénom. Avec des dates à côté. Il a feuilleté un vieux journal qu'il venait de trouver sur la table. Il y avait un article sur un incendie, remontant à 1923. Plusieurs enfants y avaient perdu la vie, et l'établissement avait été fermé quelques années, officiellement. Mais ce qui l'a vraiment figé, c'était ce petit carnet, plus récent. À l'intérieur, il a reconnu un prénom. Théo. Et à côté, une date, d'il y a 2 jours. Lucas est resté figé un moment, les yeux rivés sur le carnet. Puis il a commencé à fouiller le reste. Il y avait des feuilles volantes, des dessins d'enfants, des relevés de noms. Et au fond de la pile, une vieille photo. Un cliché jauni, collé au carton. Une photo de groupe. Des enfants alignés devant le bâtiment du pensionnat. Au dos, une date. 1923. En regardant de plus près, il a senti quelque chose monter. Une forme d'incompréhension ou d'effroi. Sur la photo, il y avait un garçon. Même coupe de cheveux, même expression. Et Lucas en était presque sûr. C'était Mathieu, selon la description que lui en avaient fait ses camarades. Le fameux enfant disparu l'année précédente. Mais ça n'avait aucun sens. La photo datait d'il y a plus de 40 ans. Il a reculé. Et c'est là qu'il l'a vu. Dans le reflet de la vitre, derrière lui. Quelqu'un, une silhouette, immobile, petite, presque translucide, le visage pâle, figé, les yeux noirs. Elle n'a pas bougé. Elle ne semblait pas menaçante, mais elle l'a regardé. Et dans un souffle, à peine audible. Aide-nous. Lucas a sursauté. Il a tout laissé sur place, et il s'est mis à courir. À travers le couloir, les escaliers, les dortoirs, sans se retourner. Il est remonté dans son lit, et s'est caché sous les couvertures, une fois de plus. Comme un réflexe, presque animal. Et il a attendu l'aube. Le lendemain matin, ses parents arrivent à l'improviste, sans lui donner d'explication. Ils lui disent qu'ils ont reçu une lettre étrange du pensionnat, les pressant de venir le chercher immédiatement. Il quitte les lieux, et Lucas, pétrifié mais soulagé, ne regarda pas en arrière. Des années plus tard, Lucas apprend que le pensionnat a été fermé définitivement, peu de temps après son départ, officiellement à cause de problèmes structurels. Mais il sait, au fond de lui, que quelque chose de bien plus sombre hantait ces murs. Lucas avait reparlé à plusieurs reprises de cette partie de sa vie à ses parents. Mais à chaque fois, il semblait évasif et tentait de changer rapidement de sujet. Alors il a entrepris des recherches, plusieurs années après les faits. Mais il n'avait rien trouvé de plus que ce que relataient les journaux.
Avec l'arrivée d'Internet, il avait également tenté de faire des recherches. Mais il n'y avait trouvé aucune trace de ce pensionnat, comme s'il n'avait jamais existé. Avec ce vide d'informations autour de ce pensionnat, Lucas se demande presque aujourd'hui si tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais les souvenirs sont trop réels, trop vivaces, pour être le fruit de son imagination. Oui, parce que il se souvient de tout. Du froid, du silence, des ombres, et de ces voix qui, parfois, encore aujourd'hui, reviennent la nuit. J'espère que cette première histoire vous a plu. Passons désormais à la seconde. Celle de l'hôtel Belle-Rive. Pauline était une journaliste indépendante, spécialisée dans les faits divers. Toujours à la recherche de nouvelles histoires, elle avait l'habitude de voyager de ville en ville, s'arrêtant dans des hôtels bon marché pour économiser ses modestes revenus. Cette fois, elle était en route vers un petit village du sud de la France, où un mystérieux incendie avait ravagé une ancienne ferme. L'hôtel Belle-Rive se dressait sur une colline, surplombant un lac tranquille. C'était un vieil établissement, autrefois élégant, maintenant à moitié délabré. Les rumeurs disaient que l'hôtel avait connu des jours meilleurs, mais depuis un drame survenu il y a des décennies, il n'attirait plus que des visiteurs de passage, ceux qui ne se souciaient pas des histoires qui y circulaient. Ça tombait bien, Pauline n'était pas très superstitieuse. Elle aimait les vieux bâtiments et les histoires qui les accompagnaient. Lorsqu'elle entra dans le hall, elle fut accueillie par une odeur de bois ancien et de cire, et par une réceptionniste d'un certain âge, au visage pâle et aux yeux fatigués. Pauline demanda une chambre, pour une nuit. Chambre 312. Dit la réceptionniste en lui tendant la clé. C'est au bout du couloir, à l'étage. Pauline monta lentement l'escalier en colimaçon. Ses pas résonnant dans le silence du bâtiment. Le couloir du 3e étage était faiblement éclairé, et une atmosphère lourde y régnait. Elle arriva devant la porte de sa chambre, tourna la clé dans la serrure, et entra. La chambre était simple, avec des meubles démodés. Une grande fenêtre donnait sur le lac, offrant une vue magnifique sur les eaux sombres. Pauline s'installa, fatiguée de son voyage, et commença à taper quelques notes sur son ordinateur. Mais au bout d'une heure, une étrange sensation d'inconfort l'envahit. Elle se sentait épiée, comme observée, bien que la pièce soit vide. Tentant de se distraire, elle décida de prendre un bain. La salle de bain, carrelée de blanc, était petite, mais propre. L'eau chaude la détendit. Mais une fois sortie, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, sauf à un endroit, où une forme semblait avoir été tracée. Pauline s'approcha et remarqua que c'était une empreinte de main. Le cœur battant, elle essaya de rationaliser. Peut-être une trace laissée par un précédent occupant ? Pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas. Elle essuya le miroir d'un coup de serviette. Mais la sensation d'inconfort persistait. En retournant dans la chambre, elle entendit un bruit sourd provenant du plafond. Comme si quelque chose avait bougé au-dessus d'elle. Pauline leva les yeux vers le plafond. Les bruits de pas étaient distincts, lents, comme si quelqu'un se déplaçait, juste au-dessus d'elle. Elle se rappela d'un détail. Elle était au dernier étage. Il ne devait y avoir personne au-dessus. Troublée, elle se persuada que ce devait être de bruit de vieux tuyaux ou de la structure de l'hôtel, et tenta de se remettre au travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rédigeait son article, la lumière de la lampe de chevet se mit à vaciller. Pauline fronça les sourcils, tapotant la lampe. Mais rien n'y fit. La lumière s'éteignit finalement, la plongeant dans une obscurité presque totale, sauf pour la lueur pâle de la lune qui filtrait à travers les rideaux. C'est alors qu'elle le vit, dans la pénombre. Un homme se tenait dans l'ombre de la pièce, son visage à moitié masqué par l'obscurité. Pauline se figea,
incapable de crier, son souffle coupé. L'homme ne bougeait pas, ses yeux fixant directement les siens. Il portait un costume sombre, démodé, comme ceux que l'on pouvait voir sur des photos des années 1930. Pauline alluma brusquement la lampe de chevet. La pièce était vide. Le souffle court, elle essaya de se persuader qu'elle avait rêvé, que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Mais une peur glaciale l'envahissait. Elle décida de descendre à la réception pour se calmer. Peut-être demander à changer de chambre. Elle trouva le hall d'entrée désert. La réceptionniste avait disparu. Et tout était silencieux. En fouillant sous le comptoir, à la recherche d'un numéro d'urgence, elle trouva un vieil album photo, apparemment abandonné. Curieuse, elle l'ouvrit. Les premières photos montraient l'hôtel à son apogée, des soirées élégantes, des invités bien habillés. Mais au fil des pages, les images prenaient une tournure sombre. Une série de photos montrait un homme, celui qu'elle avait vu dans sa chambre, s'amusant avec d'autres clients. Puis, les photos devinrent plus sinistres. Une fête qui se transforma en chaos. Des invités pris de panique, des visages tordus par la terreur. Sur la dernière page, une photo en noir et blanc montrait une chambre, la 312, avec la porte grande ouverte. Devant cette porte, le même homme, maintenant seul, tenant quelque chose dans sa main. Une hache ensanglantée. Derrière lui, on voyait les corps de plusieurs personnes allongées sur le sol. Un bruit sec la fit sursauter. En se retournant, elle vit la réceptionniste, pâle et tremblante. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Il ne vous laissera pas partir. Il ne laisse jamais personne partir. » Pauline, horrifiée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La réceptionniste poursuivit, les yeux fous. « Il hante cet endroit depuis des décennies. Vous êtes la prochaine âme à rejoindre sa collection. » Elle n'avait plus le choix. Fuir était sa seule option. Elle se précipita vers la porte d'entrée, mais celle-ci était fermée à clé. La réceptionniste avait disparu. La panique la submergea, et elle commença à courir à travers l'hôtel, cherchant une issue. Mais chaque porte qu'elle essayait était verrouillée, chaque fenêtre était bloquée. Elle finit par retourner dans sa chambre, le seul endroit où elle se sentait étrangement en sécurité. Elle s'enferma à double tour, son corps tremblant de peur. Assise sur le lit, elle entendit à nouveau les bruits de pas au plafond. Mais cette fois, ils étaient plus proches, comme si ils descendaient les murs. Le bruit cessa brusquement. Un silence total s'installa, plus terrifiant que les bruits eux-mêmes. Pauline, paralysée, regarda la porte de sa chambre. La poignée commença à tourner lentement. Elle recula jusqu'au coin de la pièce, son cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement. Dans l'obscurité, elle vit la silhouette de l'homme, identique à celui de la photo, se tenant dans l'encadrement de la porte, une hache à la main. Il avança vers elle, silencieux, implacable. Pauline sentit une terreur absolue l'envahir. Elle n'avait nulle part où fuir. L'homme leva la hache, son visage dénué d'émotion. La lumière s'éteignit. Le lendemain matin, les autorités trouvèrent la chambre 312 vide, sauf pour une large flaque de sang sur le sol et une hache rouillée près du lit. Aucune trace de Pauline, ni de la réceptionniste d'ailleurs. L'hôtel Bellerive fut fermé pour de bon, condamné à se délabrer encore plus. Mais certains disent que, lors des nuits sans lune, si vous passez près du lac, vous pouvez encore voir une lumière vaciller au 3e étage. Et si vous écoutez attentivement, vous pourriez entendre des pas et des murmures. C'est la fin de cette histoire. Ou presque. Comment puis-je vous raconter cette histoire aujourd'hui,
alors même qu'aucune trace de la réceptionniste ni de Pauline n'ont été retrouvées. Eh bien, quelques mois après la disparition de Pauline, un randonneur qui explorait les bois près de l'ancien hôtel Belle-Rive fit une découverte étrange. Il tomba sur un ordinateur portable, à moitié enseveli sous les feuilles mortes. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit qu'il appartenait à Pauline, la journaliste disparue. L'ordinateur contenait des notes détaillées sur son travail, ses voyages et, curieusement, un récit précis de sa dernière nuit à l'hôtel. Ce qui était troublant, c'était que les dernières pages des notes décrivaient des événements après sa disparition. Pauline y décrivait comment elle avait tenté de s'échapper, les bruits inquiétants qu'elle avait entendus, et même sa rencontre avec l'homme mystérieux dans sa chambre. Cependant, les dernières lignes étaient les plus troublantes. Il était écrit « Je sens sa présence partout, même maintenant, alors que je rédige ces mots. Mais comment est-ce possible? Qui lira ceci? Suis-je encore ici ?» Ce PC portable trouvé loin de l'hôtel était la seule trace restante de Pauline. Les enquêteurs ne purent jamais expliquer comment il avait pu se retrouver dans les bois, ni comment Pauline avait pu écrire ses dernières pages, après sa disparition supposée. Certains pensent que c'est le témoignage d'une femme en proie à une terreur indicible, qui aurait tenté de rationaliser ce qui lui arrivait. D'autres croient qu'il s'agit de quelque chose de bien plus sinistre, une sorte de message d'outre-tombe, peut-être même rédigé par une entité qui se servait de Pauline pour raconter son histoire. L'ordinateur, aujourd'hui, est enfermé dans un coffre au commissariat local. Mais l'histoire de Pauline continue d'être racontée, toujours entourée de ce mystère insondable. Le doute persiste. Cet ordinateur, est-il une preuve de ce qui s'est réellement passé à l'hôtel Belle-Rive, ou bien une fabrication de l'esprit, piégé entre deux mondes? J'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la chaîne. Paranormal, crime, thriller, suspense, il y en aura pour tous les goûts. Afin de fêter les 1 an de Chroniques étranges dignement, le prochain épisode sera une compilation des 3 plus longs épisodes de la chaîne. Mais cette fois, au lieu de les écouter en 2 parties, ils seront tous condensés au sein d'un seul épisode, afin de vous permettre de tous les écouter d'une traite. J'en profite pour vous remercier à nouveau, à toutes et toutes, d'être aussi nombreux à écouter les podcasts tous les jours. Je fais de mon mieux pour vous proposer des épisodes originaux, immersifs et horrifiques. Et je vous promets de continuer à m'améliorer pour vous proposer des podcasts encore meilleurs cette année. La majorité de vos retours sont extrêmement positifs, et je vous en remercie grandement. Je ne peux pas y répondre car je suis restreint sur certaines plateformes, mais je les vois tous. Que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, par exemple. J'essaie aussi de prendre en compte au maximum vos remarques négatives, afin de m'améliorer. J'espère que ça se voit. Enfin bref, je vous remercie à nouveau vivement pour votre attention, et je vous dis à bientôt, si vous osez revenir. El rugido de los aficionados, el ritmo de las porras, la intensidad en la cancha. Esto es más que solo un partido de fútbol. Con DraftKings Sportsbook, esta es tu oportunidad de convertir cada jugada en una gran ganancia. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para que los nuevos usuarios reciban $200 en bonus bets al instante cuando apuestes solo $5. En asociación con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Pueden aplicarse cargos en Illinois. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos.